Ce que je vous propose donc, c'est qu'on continue sur notre petite lancée et qu'on parle, des étoiles. Yes, des étoiles et de ce qui peut s'y passer éventuellement dans l'imaginaire. Je vais vous parler aujourd'hui de space opéra. Alors si quand je dis space... Et non pas de space cake. Et non. Non, même si on en a parlé un peu plus tôt par rapport à 2001. Éventuellement, non, ça peut, ouais. C'est à tenter. Pardon. T'arrêtes pas de couper les gens, Marc, ça va pas. Je t'ai coupé ton introduction, c'est honteux. Vas-y. Oh bah, j'allais commencer sur une note un petit peu pas trop sérieuse, disons, mais oui, quand je dis... Un peu comme le porno la dernière fois. Un petit peu, mais moins que le porno quand même. Moins sérieux que le porno, attends quand même, s'il te plaît. Non, moins sérieux, moins... Bon, vous allez bien voir, vous m'en direz des nouvelles. Eh bien, allons-y alors. Bon, du coup, comme je l'ai dit, Space Opera. Bon, alors si quand je dis Space Opera, vous pensez au 5e élément et à la scène de l'opéra dans l'espace, eh bien c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool parce que c'est du Space Opera au sens littéral autant que figuré. L'opéra dans l'espace, quoi. Et oui, le 5e élément, c'est bien un film de science-fiction appartenant au sous-genre du Space Opera, et il a la croustillante particularité de comporter une scène d'opéra dans l'espace, ce qui me permet de commencer mon segment avec une mise en abîme, à pas piquer des hannetons en plus, hein, je pense que vous en conviendrez. Ça serait méchant quand même. Ouais. Et ça me permet au passage de donner à ma chronique un semblant de profondeur et de sérieux, c'est toujours appréciable. Eh oui. Après, voilà, on va passer à des choses un peu plus sérieuses puisqu'on va commencer à s'échauffer doucement avec une petite définition simple, précise et efficace. Grâce à Wikipédia. Ouais, alors pour le coup, non, je l'ai trouvée ailleurs, celle-ci. Oh. C'est un peu un concentré de ce que tu peux lire sur Wikipédia avec des circonvolutions un petit peu pas là en fait, hein, donc très direct. C'est d'ailleurs assez paradoxalement peut-être la définition la plus concise que j'ai vue d'un sous-genre de SF, alors que le space opera c'est sans doute un des plus vastes. Bon, on y reviendra. En tout cas, la définition est la suivante, je cite: le space opera est un sous-genre de la science-fiction dont le récit évolue dans un univers géopolitique spatial. C'est vrai que c'est large hein, finalement. Ouais. Beaucoup de choses en une petite phrase, en effet. Bon, après, les dimensions que peuvent atteindre ces cadres géopolitiques sont très variées. Hein. Ça peut aller du simple système planétaire, genre une planète et un de ses satellites, en passant par un système solaire un peu plus complexe, ou carrément à l'échelle d'une ou plusieurs galaxies. Hein. Ça, c'est à la discrétion de l'auteur, du réalisateur, etc., du scénariste, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se passe dans l'espace. Et du coup, je peux pas vraiment parler de space opera sans parler un peu de l'espace en lui-même, qui reste quand même un petit peu central. Bon, ça va me donner aussi l'occasion de faire une petite parenthèse, histoire d'être un minimum rigoureux et d'expliquer l'utilisation de certains termes dans la chronique. Je vais un peu parler de l'infini de l'espace, parce que c'est un thème qui est au centre du space opera, qui est particulièrement important, on le verra tout à l'heure en citant quelques exemples, mais que ce soit clair, on ne sait pas si l'univers est infini, on ne sait pas si l'espace est infini. On n'en sait rien du tout. Il y a 3 hypothèses principales quant à la forme entre guillemets de l'univers. Je vais pas tout vous expliquer à fond ici parce qu'on n'a pas spécialement le temps. Ce serait intéressant de le faire, mais c'est pas le propos. Si ça vous intéresse, je vous envoie vers la chaîne Y penser et plus particulièrement sa vidéo sur 10 choses à savoir sur l'univers qui traite de l'univers et qui pourra vous parler un petit peu de ce sujet, mieux d'ailleurs sans doute que je ne pourrais le faire moi-même. Bon, on sait pas s'il est infini, par contre ce qu'on sait c'est qu'il est grand, il est très 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 grand. En fait, tellement grand que pour en parler avec le système métrique qui est le nôtre, pour ce qui est des dimensions uniquement bien sûr de l'univers observable, ça se joue sur des distances qui sont tellement énormes en termes de milliards que l'esprit humain ne peut même pas en appréhender vraiment l'énormité. Pour vous donner juste une petite idée, la sphère cosmologique qui est l'univers observable, c'est une sphère qui a un rayon de 46 milliards d'années-lumière. Ça fait beaucoup. Et ouais, vous savez combien ça fait une année-lumière en kilomètres? 300 000 fois 60 des milliards fois de kilomètres. 60 fois 24 fois 12. Ça fait 10 000, ça fait un peu moins de 10 000 milliards. 10 000 milliards ouais. Donc la sphère cosmologique qui entoure la planète Terre, elle fait
46 milliards fois 10 000 milliards de kilomètres. Donc bon, c'est juste impossible d'en appréhender l'énormité, mais c'est absolument colossal. Ça, c'était la petite partie un petit peu sérieuse. On va passer à autre chose. Revenons à nos moutons. Comme vous l'aurez deviné, le Space Opera, c'est vraiment un gros morceau, hein, à l'image de son terrain de jeu favori, à savoir l'espace, l'univers, le cosmos. Vous pouvez l'appeler un peu comme vous voulez. Moi, personnellement, j'ai un petit faible pour le cosmos. Je trouve que c'est... Il y a un côté classe avec Cosmos. Ouais, je trouve que c'est... Moi, j'aime bien. Eh bien, parlons du Cosmos alors, du coup. Après... ouais, en plus, un gros morceau à cause de ça, mais aussi et surtout parce que c'est sans doute en fait le sous-genre qui est le plus représentatif de la SF dans l'imaginaire collectif. J'y mettrais peut-être pas la plupart des gens, quand on dit science-fiction, ils pensent vaisseau spatial, piou-piou, ah, mais clairement. et puis voilà. Piou, 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 piou. Bon, ça, les robots, bah oui, pour beaucoup, penser, vous avez raison, hein, penser science-fiction, c'est penser vaisseaux spatiaux, exploration spatiale, combat spatial, bref. Le point commun dans tout ça, bah, c'est l'espace. L'espace au sens de l'univers comme objet physique. Et non pas la voiture. Non, pas la voiture, qui est désuète, hein, on va pas se mentir. Quoique, ils ont peut-être sorti des nouveaux modèles, je ne sais pas, mais c'est... il y a déjà une Tesla dans l'espace, hein, pour rappel. Donc après tout, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une Tesla dans l'espace? Putain. Ouais, ils ont fait ça, pourquoi pas, hein, ils ont niqué en l'air des hectolitres de carburant pour foutre une Tesla dans l'espace. D'accord, ok. Et d'accord. Oui. Alors pour en revenir un petit peu à notre espace, moi il y a une citation assez célèbre que vous connaissez sans doute, hein, qui résume assez bien, je pense, le sentiment qu'on peut ressentir en s'allongeant sur l'herbe une nuit d'été pour regarder les étoiles. Je cite: « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Blaise Pascal. Eh oui, Blaise Pascal, tout à fait. Et c'est vrai que quand on est confronté à l'immensité de l'espace, on en a des vertiges. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'allonge pour regarder les étoiles, sinon on risquerait de se casser la gueule. C'est aussi que sinon faut avoir quand même beaucoup de souplesse. Ça fait aussi des torticolis, c'est vrai. Vous n'êtes pas obligé de vous allonger par terre, hein. Si vous avez un transat, ça marche bien aussi, hein. Pour avoir testé, je peux vous assurer, c'est tip top. Donc contempler l'espace, c'est pas rien. Contempler l'espace, c'est se confronter à l'infini. Se confronter à l'infini de l'espace, c'est aussi se confronter à nos propres limites en tant qu'individu et aussi en tant qu'espèce. Des limites qui sont à la fois physiques, biologiques, techniques et intellectuelles. Je vais pas parler des problèmes techniques, physiques ou biologiques, hein. Je vais parler surtout des limites, disons, de l'esprit humain. Car en effet, l'infini, c'est pas un concept intuitif et on a bien du mal à se le figurer. On peut en faire une abstraction mathématique éventuellement, mais d'un point de vue physique, concret, c'est chaud. C'est vraiment très très chaud de se figurer quelque chose qui soit infini. Donc l'espace, infini, vide, silencieux et plein de vide, fait peur. Et comme tout ce qui fait peur, il fascine. Bon, perso, je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais honnêtement j'ai beau chercher, mais il n'y a rien que je puisse concevoir de plus fascinant que l'univers, le cosmos, l'espace. Choisissez votre nom. Moi, ça me parle, et je sais que c'est le cas aussi pour beaucoup de personnes. Donc l'univers, par sa taille, son immensité et la variété des objets qu'il contient, constitue un objet de choix pour la fiction, qui s'en est emparé et qui a su l'exploiter pour le meilleur comme pour le pire. Alors je parle du pire, ça va aller très vite, mais ça me donne l'occasion aussi de revenir un petit peu sur le soap opera, à savoir le nom en lui-même. D'où vient ce nom de space opera, pardon. Voilà, j'ai spoilé sans doute un petit peu, mais comme pour le nom space opera, c'est un dérivé en fait de soap opera, qui a été donné dans les années 40 pour tourner un petit peu en ridicule certaines publications de science-fiction de l'époque. Voilà, tout simplement, c'était une manière de nommer de manière dépréciative, disons, ces œuvres qui étaient à l'origine appréciées par une petite minorité de lecteurs, une communauté qui n'était pas forcément très importante, contrairement à ce que c'est le cas aujourd'hui. Donc la référence, elle vient de là, en fait, c'est la référence au soap opera, tout simplement. Autant vous dire qu'à la base, c'était pas très flatteur. Après, de manière générale, le space opera, comme je l'ai dit, c'est le genre de science-fiction qui imprègne le plus la culture populaire, au point d'ailleurs d'avoir laissé des marques profondes et indélébiles sur l'imaginaire collectif de sociétés entières. Le fait que le space opera est présent sur tous les supports possibles et imaginables, ça a contribué aussi à en faire un sous-genre incontournable de la SF, hein. Je veux dire, on compte plus
mais littéralement on ne compte plus les œuvres cultissimes qui sont liées à ce sous-genre, hein. De Star Wars à 2001 l'Odyssée de l'espace, de Star Trek à Battlestar Galactica, de la caste des Métabarons à Sillage, ou encore de Mass Effect à Star Citizen. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour toutes les humeurs. Alors pour ce qui est des origines du space opera lui-même, alors pas forcément du nom cette fois, mais plutôt du sous-genre, il est très clairement né du fantasme de l'aventure, de la conquête et de l'exploration. L'inconnu et l'hostile y tient donc une place centrale, et quoi de plus hostile et inconnu que l'espace ? Point d'interrogation. Bah franchement, je vous laisse chercher, mais moi je trouve pas grand chose. Hein. Les abysses. Les abysses, c'est un genre d'espace en soi. C'est un peu pareil, mais il y a un parallèle enfin, qui est très clairement qu'on peut faire avec les abysses. Hein. C'est clair. C'est comme une sorte de gros sous-marin dans l'espace, quoi, en fait, un vaisseau spatial. Bah c'est ni plus ni moins que ça pour le coup. Mais moi je flipperais plus je flippe de l'espace de ouf parce que on meurt. Mais on meurt très rapidement, je pense, dans l'espace. Bah oui, puis il y a aussi le fait que dans les... Et normalement, si tout se passe bien, il n'y a pas de créatures horribles dans les profondeurs. Si, quand il y a quand même un paquet. Hein, si. Non, mais dans la réalité, il n'y a pas de créatures horribles dans l'espace, quoi. Ah, dans l'espace, non. Enfin, en tout cas, non, mais oui, alors que dans les abysses. profondeurs, on sait dans les profondeurs, non, je me suis dans les profondeurs des abysses, il y a des calamars géants de 8 mètres t'as des espèces de long, de bestioles et il y a avec des des trucs qu'on connaît lanternes. pas à l'intérieur, et ça, c'est flippant. Et en plus, si on sort, c'est horrible parce qu'il fait tout noir, mais comme dans l'espace, tu me diras. Je sais pas, c'est horrible. Les deux sont horribles. On est bien sur Terre, non? C'est pas pour la même raison, dans le sens, dans l'espace, tu verrais les choses t'arriver sur la gueule. Alors, sous l'eau, non. Si ça peut te rassurer, Marc, sache Ben. qu'on meurt, je pense, à peu près aussi vite dans les abysses que ce qu'on meurt dans l'espace, et même potentiellement plus vite encore. Je vous conseille d'ailleurs une petite vidéo de Max Bird qu'il a fait en partenariat avec le Nexus 6 sur qu'est-ce qui se passe quand on est exposé au vide spatial. Et si ma mémoire est bonne, il faut au moins, je pense, une bonne quinzaine, voire une vingtaine de secondes avant de mourir exposé au vide spatial, alors que si tu es broyé par la pression des abysses, à mon avis, tu meurs quasi instantanément. Mais bon, je sais pas. D'ailleurs, juste pour une petite anecdote, je sais pas, tout le monde voit le poisson des abysses, là, l'espèce de flag. Celui avec la loupiote, là? Non, justement, l'espèce de flag dégueulasse, le blob. Bah, en fait, il est pas comme ça quand il est dans les abysses. C'est juste la pression de l'eau, il est pas du tout adapté. Donc, en fait, il y a une fausse image, on dit, ils sont dégueux et tout. Bah, non. En fait, c'est juste qu'on les fout dans notre pression à nous, ce qui les transforme en flaques. Ce qui est horrible en soi. C'est juste qu'on les comprend pas. Après, en fait. pour en revenir à tes peurs des abysses, elle est aussi justifiée parce qu'il y a énormément d'animaux en fait là-dessous qui sont atteints de gigantisme en fait des profondeurs. Donc c'est qui sont, je sais pas, c'est pas qu'ils ont trop de pattes, mais enfin bref, ça après c'est mes phobies personnelles. C'est surtout que pour qu'un truc résiste à une pression, soyons honnêtes, il y a peu de chances que tu ailles, que ce soit dans l'espace ou dans les abysses. On sait pas, il sera peut-être choisi en tant que colon dans 10-20 ans. Ruine pas ses rêves. Moi j'ai pas le rêve d'aller spécialement dans l'espace. Moi j'ai le rêve d'aller dans l'espace, donc ta gueule. Ruine pas nos rêves. Mais lui-même, Ben, toi-même, tu rêves d'aller dans l'espace un jour, j'imagine, non? Oui, ce serait cool. Je vais pas Après, cracher dessus si j'ai l'occasion. Tu pourras passer, je pense, par l'ascenseur créé par les Japonais depuis 2013. Ouais, alors cette histoire d'ascenseur, c'est bien joli sur le papier, mais techniquement c'est... ça aussi, d'ailleurs, on parle des ascenseurs spatiaux, mais ça aussi, c'est une idée qui a germé dans l'esprit des écrivains de science-fiction à la base. Hein. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, à propos de science-fiction, peut-être qu'on pourrait y retourner. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais non, j'aime bien digresser. Moi, je suis fan de digression. Heureusement que Marc, tu es là pour nous remettre dans le droit chemin. C'est mon rôle, c'est mon rôle à la base. Parce que moi, je pourrais digresser pendant des heures. Mais je sais. Non, mais tu fais bien. Donc, du coup, inconnu, hostile. Pas grand chose de plus inconnu et de plus hostile que l'espace, donc ça en fait un terrain de jeu vraiment privilégié, comme je le disais pour la fiction. Bon, dans le cas du space opera, et c'est pour ça que j'ai un peu insisté tout à l'heure sur l'immensité, et on peut quasiment le dire, la quasi-infinité, s'il est pas infini, bon, à notre échelle, ça change pas grand chose en tant qu'être humain, parce que cette immensité, elle est au centre des préoccupations de beaucoup d'œuvres. Moi, j'en ai deux dont je suis assez fan.
une un peu plus que l'autre, certes, mais quand même, je les aime bien. Je vais citer alors The Expanse, que ce soit le bouquin les bouquins en l'occurrence comme la série. L'humanité dans The Expanse, elle s'est lancée à la conquête du système solaire et elle a pu en coloniser certaines planètes, certaines lunes et autres astéroïdes. Et ce grâce à une technologie, si je me rappelle bien, c'est le moteur Epstein, tout à fait, qui a un rendement qui est assez exceptionnel et qui permet de traverser le système solaire en quelques semaines, ce qui est vraiment pas mal. A été trouvé totalement par accident, comme c'est souvent le cas. Exact. Et si dans The Expanse, l'humanité a su quitter sa planète mère, elle ne peut, en tout cas pas au début de l'intrigue, ne peut en aucun cas prétendre à voyager dans le milieu interstellaire, à l'échelle d'une vie humaine, tout du moins. Elle pourrait éventuellement le faire avec des vaisseaux générationnels, mais à l'échelle d'une vie humaine, c'est juste impensable de le faire encore à cette époque-là. Et donc, malgré le développement technologique énorme, cette espèce humaine, elle reste quand même coincée autour de son étoile, dans un système solaire certes gigantesque, mais qui déjà, semble être de plus en plus petit au fur et à mesure que les êtres humains s'y multiplient, ce qui va engendrer tout un tas de crises. Cette immensité, elle est d'autant plus cruellement ressentie qu'elle tourne aussi rapidement en fait en ridicule les efforts d'une espèce humaine qui se trouve, comme je l'ai dit, rapidement à l'étroit, malgré les contributions de savoir avancé et de moyens vraiment colossaux, on peut le dire. Un autre exemple que je souhaiterais citer pour ce qui est de l'utilisation de cette immensité de l'espace, c'est la série que j'aime particulièrement, Battlestar Galactica, où l'humanité tout entière est réduite à une flotte de quelques dizaines de vaisseaux avec à leur bord un peu moins de 50 000 personnes. L'immensité du cosmos y est exploitée de sorte à exacerber vraiment le sentiment de solitude auquel sont confrontés les survivants de la flotte, littéralement seuls, face à l'univers infini, dans leur quête d'un nouveau foyer. Surtout seul et du coup sans espoir de trouver une planète à peu près potable, parce que sinon les planètes à peu près potables pour nous, il y en a pas des masses. Il y en a pas des masses en effet. Donc c'est une quête qui est quasi sans espoir. Si vous l'avez pas vu, Battlestar, je vous le conseille, c'est énorme. Il est sur Amazon Prime également. Et c'est vrai. Amazon, le billet. C'est vrai. Et c'est une très très bonne série. La fin m'a pas forcément convaincu, comme Lost, n'est-ce pas? Mais moi j'ai bien aimé. J'ai été surpris, mais j'ai bien aimé. Ça va. Et je suis pas fan quand les séries de science-fiction ou de space opéra justement partent dans le mystique. Moi, je préfère vraiment un truc un peu. Après, ça fait partie, alors tu me corrigeras si je me trompe Ben, mais le mystique, ça fait toujours aussi partie un peu du space opéra quand même, mine de rien. Puisqu'on n'est pas là pour parler de science, mais presque plus de mystique stellaire. Il y a souvent une part de ça, et quand c'est pas vraiment du mystique, c'est parfois des technologies qui sont tellement avancées que ça donne l'air d'être mystique, d'être magique, ce genre de choses. Je sais, mais quand c'est mis dans la trame du départ, ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Star Wars, c'est une des œuvres préférées, mais pour autant je veux dire, quand c'est rajouté un petit peu avec des trucs où on dit oui mais c'est le destin, c'est des coïncidences, ça m'emmerde en fait, c'est trop facile. Après ça c'est pareil, c'est les goûts et les couleurs. Je sais, c'est pour ça que j'ai dit ça. Je suis pas non plus un très très grand fan du final de Battlestar Galactica, mais faudrait que je le revoie en fait maintenant. Peut-être que après 10 ans mon avis aura changé également, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, Ben a raison, il faut absolument regarder Battlestar Galactica, parce que c'est une série qui est formidable, et ensuite vous pourrez acheter le jeu de plateau, qui est également un jeu qui est formidable. Introuvable au demeurant. Après, le space opéra, heureusement, et par mérite, essentiellement, le space opéra c'est un peu affranchi, même beaucoup affranchi de ce côté un petit peu soap qu'on lui a donné dans les années 40, et pour cause, il s'en est passé du temps, bien sûr, donc il y a eu pas mal d'évolutions, il y a eu beaucoup de changements dans ce qui s'est fait par rapport à ce qu'on faisait à l'époque. Bon, loin des reproches qui lui ont été faites et d'où vient son nom, le space opéra a fait un bonhomme de chemin depuis et a gagné vraiment ses lettres de noblesse. Maintenant le space opéra il est également, alors c'est pas toujours le cas, c'est vraiment pas toujours le cas, mais il est souvent lié aussi à au thème que j'ai abordé la dernière fois, à la hard science, à la hard science fiction. Dans ce cadre-là, bien que dans un univers fictif en fait, l'œuvre cherche à se placer dans une continuité des théories scientifiques déjà existantes. La relativité du temps, par exemple, elle est mise à contribution
j'ai cet exemple en tête, c'est le sombre et magistral cycle des inhibiteurs, où il y est expliqué que lors des voyages interstellaires, le temps ne s'écoule pas de la même façon que sur une planète. Ceux qui sont en train de voyager dans leur vaisseau n'ont pas le temps qui s'écoule de la même manière que ceux qui restent sur leur planète. Alors cet état de fait, il découle des théories de la relativité générale et restreinte qui montrent que le temps s'écoule pas de la même façon partout dans l'univers et particulièrement ne s'écoule pas de la même manière que l'on soit en mouvement ou statique. Alors ces vaisseaux, ils sont utilisés pour voyager entre les systèmes solaires et ils peuvent atteindre la vitesse respectable de 99% de la vitesse de la lumière, sans jamais la dépasser bien sûr, hein. On peut parler également, pour cet exemple, pour reprendre l'exemple du cycle des inhibiteurs et des moyens de propulsion, du principe d'inertie qui est totalement respecté dans cette œuvre. L'inertie étant la résistance naturelle qu'opposent les objets, les corps au mouvement qu'on leur applique. Et oui, car si ces vaisseaux en question peuvent atteindre quasiment la vitesse de la lumière, c'est en accélérant de manière constante, de sorte à pas tuer ou blesser les occupants des vaisseaux, tout en sachant qu'une accélération trop soudaine et puissante pourrait être aussi destructrice qu'une décélération soudaine, ce qui provoquerait des dégâts sur le corps équivalents à des accidents de la route, voire même à des liquéfactions pures et simples, enfin bref, des trucs assez horribles. Donc pour atteindre ces 99% de la vitesse de la lumière, faut des années, et pour décélérer aussi. Ce qui pose bien sûr plein de problèmes parce que pour relier des systèmes, il faut entre 10 et 20 ans pour le faire. Donc je vous laisse imaginer le temps d'un aller-retour et tous les problèmes que ça pose. Ouais, la logistique, c'est super bien abordé dans l'œuvre du cycle des inhibiteurs. D'ailleurs, si vous êtes fan de Mass Effect, sachez que le cycle des inhibiteurs, ça a été la base de l'inspiration pour justement le plot et la construction de l'univers de Mass Effect. Voilà. Ça n'a rien à voir dans la mesure où l'un est relié plutôt à la science-fiction, la hard science, alors que l'autre, c'est clairement du space, pardon. Vous voyez, je me mets à faire des amalgames, c'est clairement plus space opera un peu moins sérieux entre guillemets, mais de très bonne qualité quand même, bien sûr. Bon, on y retrouve bien sûr dans le space opéra la politique, la guerre, la diplomatie, bref, la transposition des problèmes qu'on a nous sur Terre à des échelles beaucoup plus grandes et avec des conséquences qui sont bien plus énormes et bien plus graves souvent que celles où on est habitué. Donc on voit que le space opera peut aussi se réserver et se montrer complexe sur l'aspect technologique, puisqu'il traite de sociétés futuristes à la pointe de la technologie qui ont parachevé ce qu'on pourrait presque appeler l'ultime ambition de l'humanité, le voyage spatial. Après, comme je l'ai dit, ça met en scène aussi des sociétés qui sont tentaculaires, qui s'étendent sur plusieurs planètes, voire même sur plusieurs systèmes solaires, voire même sur plusieurs galaxies. C'est donc le genre idéal pour mettre en place un système politique qui est souvent complexe, avec beaucoup d'intrigues, beaucoup de retournements, beaucoup de plot twists, comme on aime à les appeler, qui vont tourner souvent autour de conflits, autour d'intrigues diplomatiques, d'espionnage, voilà. Tous ces thèmes sont abordés. On peut citer, j'en parlais tout à l'heure, je parlerai de Mass Effect, qui est un classique du jeu vidéo, dont on pourrait parler sur les suites potentiellement, enfin sur les fins potentiellement décevantes, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Bon, je m'exprimerai pas sur le sujet, peu importe, mais ça pourrait être l'objet d'une autre chronique sur ce sujet-là. Bon, c'est un grand classique, moi j'adore, personnellement, j'adore Mass Effect, qui met en scène Mass Effect plusieurs races qui ont formé un gouvernement commun, la galaxie étant en guerre, contre une menace dont je vous laisse éventuellement découvrir la nature si vous voulez jouer. La plupart du temps, dont le nom en français est vraiment dégueulasse. C'est pas, ça va. Moi j'ai rien contre. Ça fait un peu paysan quand même. Ouais, mais moi je trouve que c'est assez évocateur. Je sais pas, j'aime assez bien. J'aime assez bien. Pour la plupart du temps dans Mass Effect, votre objectif, ce sera d'étendre éventuellement la sphère. Non, ce sera de se détendre de préférence avec une femelle ou un homme. Mais ça c'est les petits plus. Oui, we bang, ok. On pourra éventuellement aussi faire de la publicité pour une boutique. On peut tout faire. Je m'appelle John Shepard et cette boutique m'a préféré de la Citadelle. Bien sûr. Voilà. Non, Mass Effect c'est très cool moi j'adore parce qu'effectivement il y a un univers qui est très cohérent et finalement il y a beaucoup de personnages qu'on voit. En fait, on voit comment on vit dans cet univers au travers des personnages. C'est-à-dire c'est pas juste on te dit ici on vit comme ça. Non,
tu le vis comme une partie intégrante de cet univers. Ouais, puis moi, dans le genre de trucs où on s'attache aux persos, où on les suit sur plusieurs années, etc., ça pose aussi l'évocation des races aliens, de l'altérité, ça pose la question de l'altérité, et puis dans le genre vraiment l'altérité, comme on n'en fait pas, quoi, littéralement autre que ce qu'on peut être, autant autre que ce qu'on peut être souvent, ça permet d'évoquer les thèmes du premier contact, ça aussi c'est des grands classiques, ou de la cohabitation, souvent posée, évoquée comme étant conflictuelle. Bon là, pour ce qui est de la cohabitation conflictuelle dans un espace commun, je pense essentiellement à Étoile garde à vous, qui a été adapté dans un super bon film, Starship Troopers. Enfin, super bon, moi je le trouve excellent. Après, j'adore aussi. Pour moi, c'est un grand classique. Alors, je pensais à ça. Après, pour conclure cette présentation... Zegema Beach. Ouais, Zegema Pids. Pizza. Pour conclure cette présentation, alors certes un petit peu brouillonne et pleine de digressions, même si on apprécie toujours ça. Ça fait partie de ton charme, les digressions, Ben. Merci. Je dirais que le space opera mérite qu'on lui donne une chance. Et il faut pas juste s'arrêter à cette espèce de cliché. Piu-piu. Ouais, piu-piu, Star Wars, tout ça. Les robots. C'est vrai que c'est beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça, mais pas que. C'est d'autant plus dommage qu'en fait le space opera c'est vraiment très clairement le fer de lance en fait de la science-fiction. Mais moi je suis là pour vous parler d'œuvres littéraires. J'ai quasiment rien dit. Font aussi le cycle des inhibiteurs, mais pour une fois j'ai parlé plus de cinéma, de trucs comme ça, de séries plutôt que d'œuvres littéraires. Mais je pense notamment à la littérature. Hein. Les œuvres littéraires, elles font la Fondation. Il y a plein d'exemples. Densité, mais vraiment colossal qui donne ses lettres de noblesse au genre avec une réelle profondeur philosophique, scientifique, sociale. Enfin, voilà, c'est vraiment des œuvres qui pour beaucoup sont d'une complexité et une précision. Enfin, ça fait aussi de ça des lectures qui sont souvent exigeantes, mais vraiment toujours gratifiantes. Hein. Pour moi, je sais que la science-fiction, c'est justement un moyen de présenter des principes de vie, de dire que si jamais on avait une société comme ça, voilà comment ça se passerait, et pourquoi on veut pas une société comme ça. On veut pas d'une société comme ça, mais clairement. C'est ça. Et ça pose souvent des questions morales qui n'ont pas forcément des bonnes réponses. Moi, je suis assez content que tu évoques ça parce que je trouve que la science-fiction c'est un genre qui prête à l'ouverture d'esprit et il y a même certaines sagas qui sont de véritables laboratoires en fait de laboratoires sociaux d'idées. C'est vraiment de questionnements moraux, questionnements éthiques, et c'est ça pour ça que j'adore la science-fiction. Sociale, c'est formidable. Et je pense vraiment à l'intérieur de moi, si jamais plus de personnes lisaient, écoutaient, regardaient la science-fiction, je pense vraiment qu'il y aurait moins de guerres et qu'on vivrait dans une société plus juste. Parce qu'on aurait vu dans toutes ces œuvres, on serait dit, bah non, si jamais tu continues comme ça, c'est la merde. Et moi j'ai cette croyance à l'intérieur de moi. Qui est peut-être fausse, qui est peut-être biaisée, mais... Sans y croire à 100%, j'ai ce genre d'espoir aussi un petit peu. Mais quel beau message de paix. Je dois le confesser. Vous êtes rentré en résonance. Eh oui. Mais attendez, il y a plus. Il y a plus. Oui, parce que normalement, à chaque fois que je fais ma présentation, là pour ce qui est du space opera, c'est globalement fini, mais j'utilise toujours un petit exemple d'une œuvre pour souligner mon propos. Et là aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je dirais est un petit peu à mi-chemin entre du space opera type Star Wars et du space opéra beaucoup plus sérieux entre guillemets et stratifié comme le cycle des inhibiteurs. Bon, c'est quand même plus proche du cycle des inhibiteurs que Star Wars, on va pas se mentir, mais bon, quand même un petit peu entre les deux. Bon, du coup, cette œuvre, c'est la trilogie de l'Aube de la nuit, qui a été écrite par Peter F. Hamilton. D'accord. Cette trilogie, sans surprise, ça se compose, spoiler, de 3 romans, bien entendu. Waouh. C'est dingue. Le premier roman, il a été publié en 1996, il s'intitule Rupture dans le réel. Le second, il a été publié en 1997, il s'intitule L'alchimiste du neutronium. Et on revient sur l'alchimie. Dernier. On revient sur l'alchimie, tout est lié. Je sais. Enfin non, je le savais pas, mais je me suis dit tout à l'heure non, mais tout à l'heure quand Raph a dit qu'il allait faire sur l'alchimie, je me suis dit waouh, c'est trop beau et tout. Mais il y a comme quoi, il y a peut-être quelque chose de plus grand autour de nous qui nous réunit ici. Et enfin, le dernier tome, c'est Le Dieu nu, publié en 1999. D'accord. Alors c'est gros.
C'est très gros, c'est très fat, je dirais, comme œuvre. C'est 3 romans qui font chacun entre 1300 et 1400 pages. Ah, des beaux bébés. Donc il faut être averti avant de se lancer. Moi, ça m'a pris 6 mois pour les lire, mais ça vaut, je pense clairement le coup. Alors, qu'est-ce qui se passe sans vous spoiler? Alors là, ces trois romans, ils ont lieu dans un univers. Alors ça se passe au XXVe siècle, dans notre futur à nous, où les sociétés humaines se sont étendues un petit peu partout, voilà, aux alentours du système Sol, hein, de notre système solaire d'origine. Au total, ils ont colonisé 800 systèmes. 800 systèmes ou 800 planètes, je sais plus trop, ça fait quelques années que je l'ai lu, mais bon voilà, il y a des humains un petit peu de partout. Au cours de cette colonisation, ils ont rencontré deux espèces extraterrestres, dont vous apprendrez un peu plus si vous lisez l'œuvre. Donc l'humanité n'est pas seule, et on le sait depuis déjà un bon petit moment. Alors cette humanité, elle est très semblable à celle d'aujourd'hui, dans la mesure où on y retrouve des groupes ethniques en fait qui sont dérivés entre guillemets de ceux d'aujourd'hui. On a notamment des continents de planètes qui ont été colonisés plutôt par des groupes anglo-saxons, par des groupes plutôt asiatiques, enfin ce genre de choses. Les grandes religions du livre existent encore. Donc tout ça a pas trop changé. En revanche, l'humanité, si elle ne se définit plus trop par si elle ne se divise plus trop par ses concepts de religion, d'ethnicité, en revanche, elle est divisée en 2 grandes parties. Une première qui est majoritaire, qui compose à peu près 80% de l'humanité, qu'on appelle la société des adamistes. Les adamistes, en fait, ce sont des hommes comme vous et moi, des êtres humains, hommes, femmes, enfants, mais qui ont basé leur mode de vie et toute leur société sur une technologie très avancée qui est entièrement dépendante de nanites. C'est une technologie qui est basée donc sur les nanotechnologies. C'est des gens qui se baladent, dans des vaisseaux, en l'occurrence des vaisseaux qui ne sont pas relativistes puisqu'ils peuvent aller plus vite que la lumière. Ils exploitent des trous de verre en fait pour se déplacer. La deuxième branche de la société que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est la branche des édénistes. Alors qui sont les édénistes ? C'est une petite vingtaine de pourcents de l'humanité, donc relativement minoritaire. Les édénistes sont radicalement différents des adamistes en ça que leur technologie est basée plutôt sur la bio-ingénierie. Tout ou quasiment toute leur technologie est basée sur l'ingénierie génétique, et c'est le cas notamment pour leurs vaisseaux spatiaux. Une petite particularité les concernant, c'est qu'ils fabriquent leurs vaisseaux spatiaux en fait comme nous on se reproduit, c'est-à-dire que ces vaisseaux ont une période de gestation et qu'ils vont grandir, qu'ils vont vivre, qu'ils vont se reproduire et qu'ils vont mourir comme tout être vivant. Et petite chose intéressante, les capitaines des vaisseaux, tout le monde n'a pas le droit d'être capitaine dans cette société, ce sont des gens particuliers. Les capitaines des vaisseaux, en fait, sont créés en même temps que leur propre vaisseau. Et cette société utilise un lien qu'on appelle l'affinité, qui est un lien télépathique, en fait, purement et simplement, qui permet à tout le monde d'être en contact permanent. C'est-à-dire que personne ne peut rien cacher à qui que ce soit. Tout le monde sait tout. Et ça crée une espèce de société un petit peu utopiste, c'est vrai, pas totalement, mais un petit peu utopiste, dans la mesure où, en l'absence de cachotterie, en l'absence on ne peut pas mentir en fait, et dans cette mesure-là, on a une société qui est beaucoup plus harmonieuse en tout cas que celle des adamistes. Autre particularité, les édénistes ne vivent pas sur des planètes, ne vivent pas dans des astéroïdes, ne vivent pas sur des colonies, disons, conventionnelles. Ils vivent à l'intérieur d'habitats. Ces habitats ne sont pas artificiels, ils sont comme les vaisseaux des édénistes, ce sont de gigantesques êtres vivants qui font plusieurs kilomètres de diamètre et avec lesquels ils peuvent communiquer à tout moment. Ça sert d'espèce de matrice pour porter en fait ce pouvoir, ce gène puisque c'est un gène, de l'affinité. Donc écoutez, je vous en dirai pas plus, parce que moi, avant de me lancer là-dedans, j'en savais pas plus que ça. Ce que je peux en revanche vous dire, c'est que si vous vous lancez là-dedans, vous allez être transporté dans une épopée dont vous allez mettre un petit peu de temps à sortir, puisque comme je l'ai dit, c'est quand même très long, mais c'est une épopée qui est vraiment formidable, qui vous fera suivre de manière assez impressionnante une quarantaine de personnages au total, dont les histoires vont finir par s'entrecroiser, s'entremêler les unes aux autres.
Eh bien, merci de ton conseil littéraire de la semaine, Ben. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours des choses à avoir en plus dans sa besace de lecteur, si je puis dire. Donc merci à toi encore une fois. Eh ben, je t'en prie. Merci à toi de me donner l'occasion de faire tout ça. Mais je t'en prie. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.